Voilà, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à toi Audrey. Bonjour Christelle, voilà, ça y est, on démarre notre enregistrement vidéo. Alors, eh bien voilà, on souhaitait faire cette vidéo aujourd'hui parce que lundi, pour nous, pour la zone dans laquelle nous sommes, c'est reparti pour 2 à 3 semaines d'école à la maison. Et c'est vrai que cette situation qui est relativement inédite pour les parents, eh bien, ça leur demande à eux, parents, de réinventer un petit peu leur rôle, de se mettre dans un rôle qu'ils n'ont pas l'habitude pour certains, puisque enseigner ou accompagner les enfants, c'est pas toujours évident dans les apprentissages et dans les devoirs. Alors nous, ensemble, avec Audrey, ce qu'on voulait vous proposer, c'était justement de vous aider à accompagner vos enfants dans ce moment, comme on appelle, d'école à la maison, mais que nous, on considère plus comme un moment de devoir. Et on va donc ensemble vous expliquer comment faire pour poser un cadre, comment faire pour se positionner en tant que parent pour pouvoir faire ce travail au mieux. Et puis, on va vous partager quelques aspects concrets, pratiques, pour que ce moment soit un moment le plus serein possible. Voilà. Mais avant tout, bien, on va peut-être se présenter. Alors, Audrey, je te laisse la parole. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Donc bonjour à toutes et à tous, je le redis. Donc je suis Audrey d'Atouscol et donc je suis enseignante et je suis également formée à la psychopédagogie positive, donc qui permet d'appréhender autrement les apprentissages, c'est-à-dire d'avoir des outils concrets pour mieux apprendre et se sentir mieux dans les apprentissages. Christelle, je vais te laisser te présenter à ton tour. Oui, donc moi, je suis Christelle et puis j'ai fondé l'entreprise De Conscience et de Cœur. Donc moi, je suis aussi enseignante à mi-temps. Et l'autre partie du mi-temps, je fais de la sophrologie et de la ludopédagogie. Donc la ludopédagogie, c'est une manière d'entraîner son cerveau pour qu'il soit plus efficace dans les apprentissages et tout ceci par le jeu. Voilà. Et puis aujourd'hui, on avait à cœur avec Audrey, donc de vous donner un petit peu nos trucs et astuces pour que chez vous aussi, ça se passe le mieux possible. Voilà, pour ce moment finalement qu'on vous impose et pour lequel vous n'êtes peut-être pas tout à fait formé ou prêt. Donc voilà. Alors Audrey, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'on avait prévu de parler par rapport au cadre? Quel cadre on peut donc poser quand il va s'agir de faire ce moment de travail à la maison ou bien de devoir? Oui, comme tu l'as dit, Christelle, effectivement, en ce moment, on vit une période un peu inhabituelle qui malheureusement demande de se réajuster, de tâtonner, qui pose des questions, qui engendre des doutes, qu'on appelle, nous, maintenant, aujourd'hui, l'école à la maison. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'école à la maison, étant donné que l'on n'est pas à l'école et que l'on n'est pas non plus tous parents et enseignants ou simplement enseignants, voilà. On est parents au départ, donc du coup, et donc on va vous donner quelques petites astuces pour faciliter ces moments qu'on va encore passer avec nos enfants, à les accompagner à la maison, dans les apprentissages. Donc oui, dans un premier temps, il convient de poser le cadre, effectivement. Donc qu'est-ce qu'on appelle cadre? Alors ça va être principalement plusieurs choses qui permettent de se mettre au travail dans de bonnes conditions. Voilà. Alors nous, on préconise, effectivement avec nos outils, de mettre en place une routine qui va permettre à l'enfant de se préparer moralement, mentalement, pour se mettre au travail, et qui va mettre l'enfant dans des bonnes conditions pour travailler. Donc la routine, ce serait quoi? Ce serait déjà d'identifier un lieu spécifique où l'enfant va pouvoir faire ses apprentissages. Alors ça peut être un lieu plus inédit, comme par exemple la table basse du salon, ou alors tout simplement la table de la salle à manger. Ça peut être son bureau, s'il préfère, en fonction des préférences de l'enfant. Il faut trouver un lieu qui va lui permettre d'identifier que c'est un moment, une phase où il va devoir effectivement se mettre au travail, donc qui ne soit pas forcément lié que au travail, mais qui ne soit pas lié, en tout cas au jeu. Par exemple, le canapé, comme on disait, Christelle, ça peut être pour certains synonyme d'amusement, de jeu, de repos. Donc, on va peut-être pas forcément choisir le canapé. Voilà. Donc, tout simplement identifier un lieu qui sera le même à chaque fois qu'on va se mettre à travailler. Donc, si on identifie un lieu, comme je viens de le dire, à chaque fois, on va essayer aussi d'identifier un moment. Donc pour ce moment, il faudra faire preuve à la fois de souplesse et de fermeté. Quand on va identifier ce moment, ça peut être par exemple après le petit déjeuner, on va poser une petite phase de travail,
Voilà. Mais il faudra aussi faire preuve de souplesse parce que l'enfant sera peut-être pas tous les jours disposé de la même façon. Christelle, je vais peut-être te laisser intervenir si tu as quelque chose à rajouter. Oui, par rapport au moment et à la souplesse, c'est-à-dire qu'on peut effectivement euh, faire des tranches, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. On peut scinder aussi les apprentissages, c'est-à-dire que on peut à ce moment-là dire on fait un quart d'heure. Après, Et au départ, c'est largement suffisant, effectivement. voilà. Ensuite, on Effectivement. peut très bien se dire, eh bien, on va encore faire, on fait une phase un petit peu de distraction et passer à nouveau à une phase de travail et refaire un quart d'heure, une demi-heure. Après, c'est quelque chose qui peut aussi être négocié avec l'enfant. Il y a des enfants qui ont peut-être envie de tout faire pour être libérés. C'est possible, tout Oui. fonctionnement est validable, effectivement. C'est ce qu'on appelle la technique, on peut l'appeler les petits pas, le Kaizen, Pomodoro. Ça prend plusieurs termes, mais en fait, c'est toujours effectivement la même chose. Le but étant de découper le travail en plusieurs parties pour le rendre plus facile et plus agréable. Voilà. Et puis ça peut, on n'est pas obligé de la routine. Donc la routine, elle se met en place. Et on peut aussi avoir de la souplesse. Une journée, si l'enfant il se sent motivé à tout faire d'un coup, allons-y, faisons tout d'un coup. Si le lendemain il est plus motivé à scinder en deux, en trois ou en quatre, eh bien on peut aussi, avec nos disponibilités aussi à nous, parce que c'est vrai que parents, vous, on vous demande aussi de faire du télétravail. Donc ça peut être aussi un ajustement entre vos temps à vous et ses temps à lui. Et c'est là où, avec Audrey, on se disait souplesse mais fermeté. C'est-à-dire que quand le temps a été décidé avec votre enfant et qu'il est OK pour le faire, à ce moment-là, la fermeté, elle est nécessaire, elle est de mise pour aller au bout de ce qu'on a Voilà. décidé ensemble. Si on a mis en place un petit contrat, il faut que ce contrat il soit fait. Et là, c'est à vous, parents, d'être garant de ce contrat, en fait. Absolument, absolument. Donc évidemment, ce qu'on peut conseiller également, c'est d'éloigner toute distraction pendant la routine, en tout cas, pour que l'enfant se mette au travail avec vous dans une ambiance agréable. Donc qu'est-ce qu'on appelle distraction? Ce sont bien sûr les jeux vidéo, les écrans, mais également peut-être les autres enfants qui pourront aller jouer soit dans leur chambre si ça ne fait pas trop de bruit, soit à proximité également si c'est pas trop bruyant. Et donc permettre à celui ou à celle qui travaille de le faire tranquillement. Après, on peut évoquer aussi la fratrie, puisque je viens de dire que certains pouvaient être dans leur chambre, d'autres en train de lire un livre peut-être sur le canapé, parce qu'effectivement, dans la routine, il faut prendre en compte aussi les frères et sœurs. Et le fait que le matériel n'est pas forcément disponible pour tout le monde. On peut avoir qu'un ordinateur, par exemple, pour toute la famille, ou une tablette. Et donc, il faudra, en fonction de la disponibilité des parents, faire en sorte que chacun ait accès au matériel, mais aussi à un moment pour travailler. Et donc, le parent, encore une fois, en fonction de ses disponibilités et de l'autonomie de chaque enfant, passera soit de l'un à l'autre en découpant les tâches dans la journée, ou les unes à la suite des autres. Comme on l'a dit, certains enfants, au départ, vont apprécier de peut-être tout faire d'un coup pour être libérés. Et puis, ce qu'on se disait aussi avec Audrey, c'est que on peut très bien aussi mettre tous ces enfants au travail autour de la même table, comme une situation d'école. Absolument. Parce que c'est vrai que ça peut être une émulation de se voir tous travailler. Et peut-être que les plus petits seront, ils comprendront qu'à ce moment-là, tout le monde est en train de travailler. Il y en a un qui est en train de jouer, un qui est en train de faire ceci. Voilà, ça peut être une manière de faire. Ou alors une autre manière de faire, comme disait Audrey, d'alterner. C'est-à-dire que je travaille en tant que parent avec un de mes enfants pendant que les autres sont sur une activité plus libre ou avec, qui demande une attention moindre, une lecture, ou qui demande moins de concentration. Peut-être que eux seront en train, je sais pas, de faire de l'écriture tout seul, en autonomie. Et de pouvoir, voilà, comme ça, alterner pour pouvoir passer un petit peu d'un enfant à l'autre si c'est besoin, quoi. Tout à fait. Oui, alors donc je reviens sur un petit mot sur l'émulation. Effectivement, dans les enfants que je croise actuellement, c'est un grand manque. Et donc ça peut entraîner également un manque de motivation, parce qu'en classe, en général, on est en groupe, et effectivement, il y a une émulation collective, on s'entraîne collectivement à faire les choses, et là, on se retrouve seul, ou alors avec sa fratrie, ses frères et sœurs, qui ne sont pas forcément du même âge que nous. Voilà. Donc effectivement, le fait de se mettre tous autour d'une table, ça peut engendrer une émulation qui, comme je l'ai dit,
manque beaucoup aux élèves en ce moment et peut donc poser des problèmes de motivation pour se mettre au travail. Voilà. Après, le deuxième point qu'on souhaitait aborder avec Audrey, c'était le positionnement. Parce que c'est vrai que ben, nous sommes des parents et on va nous demander de travailler un petit peu comme une maîtresse. Sauf que, ben, voilà, à part si c'est votre métier d'être maîtresse, voilà, vous ne l'êtes pas. Et votre enfant ben, vous perçoit comme le parent. Et le parent n'est pas toujours celui avec qui on souhaite travailler. Hein, on sait bien que la maîtresse a dit je fais, la maman a dit je fais un peu moins quand même. Hein, alors, quel positionnement vous pouvez avoir? Donc, ce qu'on peut proposer, c'est déjà d'être disponible. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va faire son travail, eh bien vous, vous ne pouvez pas être en train de faire la cuisine ou être en train de préparer le repas ou alors être en train vous-même de faire votre propre travail parce qu'en fait, l'enfant a besoin d'un moment de disponibilité puisque nous-mêmes, quand on est maîtresse à l'école, on ne fait que ça, s'occuper d'eux finalement. Hein. On a cette présence qui est là pour eux. On est là pour eux pendant ce temps de travail. Donc nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on préconise, c'est d'être disponible pour eux dans les temps qui ont été impartis pour le travail. Donc, c'est aussi montrer qu'on s'investit pour eux. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire a aussi de l'importance pour nous, parents. Parce qu'effectivement, si vous ne mettez pas d'importance à ce qu'ils sont en train de faire, bon, ben, l'enfant, il a plus de difficultés à mettre lui aussi de l'importance à ce qu'il est en train de faire. Donc, C'est ça. être au clair avec ce que vous avez envie, comment vous avez envie de vous investir. Si vous avez envie de vous investir un peu, il faut accepter que l'enfant s'investisse un peu. Si vous avez envie de vous investir beaucoup, il faut accepter que l'enfant s'investisse beaucoup. Si vous avez envie de vous investir passionnément, eh bien peut-être que votre enfant s'investira lui aussi passionnément. On ne sait pas. Vous pourrez nous raconter en commentaire sous la vidéo comment ça se passe chez vous. Alors, j'adhère tout à fait à ce que tu dis, puisque j'ai longtemps enseigné en REP, et donc les parents me disaient, ben oui, mais moi, je ne sais pas forcément faire. Je dis, mais c'est pas très grave, il suffit simplement de regarder son agenda avec lui, de vous intéresser à ce qu'il fait, de lui poser des questions, c'est-à-dire effectivement d'être disponible pour lui. Voilà, parce que si vous manifestez de l'intérêt, il en manifestera également, tout simplement. Exactement. Et donc, après la disponibilité, il y a aussi ce côté finalement accompagnement. Accompagnement par rapport à l'autorité qu'on peut avoir. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que votre enfant, il est en période d'apprentissage, même si c'est des choses qu'il a déjà vues à l'école, il ne les a peut-être pas acquises complètement. Et vous, vous êtes là pour l'accompagner. Vous n'êtes pas là pour le sanctionner ou le punir dans ce qu'il est en train de faire, mais plutôt pour l'accompagner, pour qu'il puisse faire ce petit pas supplémentaire qu'il doit faire pour réussir, pour être dans la réussite. Et donc, vous, parents, vous êtes le garant du cadre. Et dans ce cadre-là, eh bien, on peut proposer un petit peu, comme on avait dit, plus de souplesse. C'est-à-dire proposer à l'enfant, bah, tiens, aujourd'hui, on a décidé qu'après le petit déjeuner, par exemple, on faisait un quart d'heure de travail. Par quoi tu veux commencer dans ce que la maîtresse, elle a donné? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu veux plutôt faire l'écriture? Est-ce que tu veux plutôt commencer par une activité de dictée en fonction de ce que la maîtresse ou le maître a donné? Et ça permet aussi à l'enfant de se sentir acteur. Parce que c'est vrai que dans ce contexte un peu particulier, on nous a quand même supprimé certaines de notre liberté, certaines de nos libertés qui sont par exemple pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas aller voir les copains, on ne peut pas jouer comme on veut, puisqu'on nous a quand même restreint certaines choses, donc j'ai de rester à la maison. Et permettre à l'enfant de retrouver un petit peu de pouvoir sur ce qu'il est en train de faire, ça me permet aussi de déstresser et de se sentir acteur de ce qu'il fait. Et lorsqu'on est acteur de ce que l'on fait, ben on met bien plus d'efforts et puis on met bien plus d'énergie à faire ce qu'on a envie de faire. Donc ça peut être aussi une petite astuce. Voilà, absolument. Je vais donner une petite astuce concrète pour rebondir sur ce que tu dis. Moi, ce que je conseille quand j'ai des enfants qui ont des difficultés à se mettre à faire leurs devoirs le soir, ben, c'est effectivement de leur redonner ce pouvoir, entre guillemets, de choisir, et sous une forme ludique, puisqu'on parlait de ludique tout à l'heure, je leur propose de construire avec eux un petit dé. Donc là, paf, on travaille sur les patrons, etc., les solides. Donc, il y a un apprentissage tout de même derrière, et puis il y a un moment fun, on va construire ce petit dé, on peut le colorier, etc. Et donc d'indiquer sur les faces du dé les matières ou alors le travail à faire, et puis de jeter le dé pour savoir, une fois qu'il est fini bien sûr, pour savoir par quoi commencer, tout simplement. Voilà.
Ça peut être ludique, ça peut être un petit truc. On peut le faire aussi avec les hand spinners qu'on trouve peut-être encore maintenant. Enfin, il y a beaucoup de moyens de rendre ce moment-là ludique. Ah oui, je vois sur les hand spinners, sur chaque partie, on peut mettre une chose, on tourne et puis on regarde. On met une petite flèche, on colle une petite flèche sur la table, voilà, et puis hop, on fait tourner. Bon, alors sur une face, on met quelque chose, on met 3 matières, et sur l'autre face, on en met 3 autres, voilà. Et donc ça peut être très très ludique. Voilà. C'est vrai que voilà, après, on sait que les parents sont très inventifs, donc n'hésitez pas aussi à être créatif et toujours enfin, à s'adapter à ce que son enfant aime faire. C'est sûr que si votre enfant aime pas découper, coller, ça sert à rien de se mettre à se lancer dans le patron d'AD. Il Non, vaut mieux aller voilà, vers un spinner, c'est plus rapide, c'est plus intuitif, par exemple. absolument. Et qui est le mieux placé pour connaître son enfant? Eh bien, c'est vous, parents. Voilà. Voilà. Soyez créatifs, n'hésitez pas, essayez, testez. Et dans tester, ben, on va recommencer si ça ne marche pas, comme on le fait dans les apprentissages. Tout à fait. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais. Et j'essaie effectivement, pour dire aussi, si une chose ne convient pas à votre enfant, vous la laissez de côté et vous essayez autre chose. En même temps, si le dé ne convient pas, peut-être le hand spinner conviendra mieux, ou peut-être tout simplement le laisser choisir en fonction de ce qu'il a envie de faire. À vous de voir ce qui est le plus commode pour votre enfant et ce qui est aussi le plus apaisant pour toute la famille. Parce que si on commence à faire un dé parce que Audrey et Christelle l'ont dit, puis que finalement ça devient une galère et puis une crise et une bataille, stop, on arrête. C'est que c'est pas fait soit pour le moment, vous êtes en train de le faire, c'est que c'est pas le bon moment pour le faire, soit que c'est pas fait voilà, pour votre enfant ou pour votre vie de famille. On passe à autre chose. Absolument. Voilà, faire preuve de souplesse, c'est ça aussi, c'est essayer de ne pas se buter sur quelque chose qui finalement vous voyez qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Comme dit Audrey, c'est pas un échec, c'est juste que c'est pas adapté pour vous. On passe à autre chose. Et voilà. Et l'apprentissage, c'est ça, c'est une succession d'essais. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on fait également en classe. Quand on différencie pour certains élèves, ou quand on est en train de faire une leçon et qu'on voit que y a des choses qui se passent en classe dans les yeux des élèves, et donc du coup, bah, on va faire marche arrière et revenir là-dessus plus tard, à un meilleur moment et d'une autre façon qui conviendra mieux. À chacun, nous, on donne des pistes à chacun de s'approprier les outils, de les proposer en fonction de son enfant et de tester ce qui va pouvoir convenir et qui va peut-être ouvrir une porte pour plus d'apaisement par la suite. Exactement. On voulait aussi parler d'une autre chose, parce que c'est vrai que dans cette période de confinement, on a des messages de mamans qui sont des fois un petit peu en galère avec ces histoires de devoirs à la maison, d'école à la maison. Et il y en a certaines qui me disent, oh là là, alors moi je reçois des travaux de géométrie, je sais plus du tout. Puis alors je suis là en cachette, je cherche sur mon téléphone comment ça fonctionne, quelle est la règle, qu'est-ce que c'est, parce que je me Et souviens. alors, pourquoi en cachette? Voilà, alors moi ça me fait sourire parce que je me dis, c'est vrai que les parents sont là en cachette. Et moi ce que je préconise, puis avec Audrey, ce qu'on préconise, c'est finalement, soyez honnête avec vos enfants. Il est Mais absolument. normal que vous ne sachiez plus, je ne sais pas moi, la règle du COD placée avant l'auxiliaire être ou avoir. Je veux dire, ce pas des choses qu'on va utiliser au quotidien. Il est normal, voilà, qu'on ne se souvienne plus de ce que c'est, par exemple, le diamètre d'un cercle ou le rayon d'un cercle. Je veux dire, ça arrive, on n'est pas. C'est quelque chose que vous ne pratiquez pas au quotidien, donc forcément, votre cerveau l'a effacé. Et c'est normal pour tout, c'est normal. Vous n'êtes pas enseignant, ce ne sont pas des choses que vous pratiquez au quotidien. Et moi, je trouve il est important aussi d'être honnête avec ses enfants dans le sens où leur dire, bah, écoute, ça, je ne sais plus. C'est une notion que je l'ai apprise à l'école, tu vois, et elle est sortie de ma tête, j'en sais plus rien. Donc, je vais aller réviser. Et pourquoi est-ce que on estime que c'est important? Parce que ça permet aussi de montrer à l'enfant que déjà, il y a des notions qu'on ne garde pas en mémoire parce qu'on ne les utilise plus. Et pourquoi donc il est intéressant de répéter les apprentissages? C'est pour les inscrire dans notre mémoire pour s'en souvenir. Et puis deuxième chose qui est intéressant aussi de montrer par rapport à tout ça, c'est que je ne sais pas tout. Hein. Je suis papa, je suis maman, mais je ne sais pas tout. Et comme je ne sais pas tout, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je cherche. Comme toi, je suis en apprentissage éternel. Ça permet aussi de montrer que finalement l'intelligence n'est pas figée. C'est pas parce que je ne sais pas quelque chose que je suis bête. Non, ça signifie juste que cette chose-là, je l'ai mise de côté
Et que si je veux évoluer, eh bien, je vais chercher et que tout le monde est capable d'évoluer, que tout le monde est capable d'apprendre. Et ça permet aussi à l'enfant de se rendre compte qu'effectivement, euh, parce que souvent les enfants ils disent oh oui, mais moi je ne suis pas intelligent ou un tel est intelligent. Non, on est tous intelligents, on a tous une forme d'intelligence. Et cette intelligence-là, c'est pas je ne suis pas intelligent, c'est pour l'instant, tu n'as pas encore cette capacité-là parce que tu n'as pas travaillé. Alors, Oui. encore, effectivement, est très important. Mm. Tu ne l'as pas encore, cette D'accord. capacité, mais tu vas l'acquérir. Et d'ailleurs, le fait de chercher, c'est lui montrer effectivement la bonne conduite à tenir. Je ne sais pas, je cherche, tout simplement. Je ne m'arrête pas à je ne sais pas. Je me réapproprie le geste de rechercher. Effectivement, c'est la méthode à employer. Voilà. Comme je ne sais pas tout de suite, je laisse à mon cerveau aussi le temps de répondre. Et si je ne sais vraiment pas, je cherche. C'est comme ça qu'on apprend, voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple d'avoir accès au savoir, hein. On a tous ça en poche. Et moi, ce qu'on disait hier avec Christelle, c'est que le savoir, tout le monde peut y avoir accès. Ce qui va être différent, c'est ce qu'on va en faire, comment on va l'utiliser, tout simplement. Tout à fait. Et puis finalement, alors ça c'est la vie est apprentissage au quotidien, puisqu'effectivement, quand on a, moi je prends toujours cet exemple-là, moi je suis maman, j'ai envie de faire une nouvelle recette, je la connais pas la nouvelle recette, puisque j'ai envie de, mais qu'est-ce que je fais? Hop, 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 je cherche sur un blog, quelqu'un qui l'a déjà fait, et je suis sa recommandation, je l'essaye, je la teste, si elle me plaît, je la garde, sinon je la mets un petit peu à ma sauce. L'apprentissage, c'est ça aussi, et montrer à Oui. nos enfants qu'on est tout le temps en apprentissage et qu'on ne peut pas toujours tout savoir, mais quand je ne sais pas quelque chose et que je veux quand même le faire, je vais chercher l'information et après je me mets, comme dirait Audrey, en projet et en action. Merci Christelle. Donc du coup, ce sera la transition pour la partie suivante. On va juste parler peut-être aussi du discernement en tant que parent et du droit qu'on a, des fois, de dire non. Voilà, tout simplement. Et l'enfant a également le droit de dire non à certains moments, ce qui veut dire que, comme on disait tout à l'heure, on reviendra là-dessus à un autre moment. Voilà. Au bout d'un moment, comme on le disait, on n'est pas tous enseignants, on est dans une situation inédite. On n'est pas à 5 heures de classe par jour, donc les enfants ne sont pas dans les mêmes conditions que lorsqu'ils sont en classe. Si on trouve que quelque chose n'est pas faisable, on a tout à fait le droit de l'éluder ou de le remettre à un autre moment. Voilà. Il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec l'enfant, et du coup s'accorder le droit de dire « bah non, ça, je ne le ferai pas ». Ce sera peut-être revu lors de la reprise des cours, pas d'inquiétude là-dessus, si reprise il y a. Tout simplement, on a le droit de dire, bah oui, bah ça, je ne sais pas faire. Donc, je laisse de côté. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était quelque chose qu'on voulait aussi partager avec vous. Vous êtes le parent de vos enfants et vous avez aussi voilà, le pouvoir de discerner est-ce que ce travail-là qui a été donné par le maître et la maîtresse, est-ce qu'il est adapté à mon enfant, là en ce moment, avec moi qui lui enseigne ou avec moi qui l'accompagne. Si vous estimez que ce n'est pas le cas, comme dit Audrey, ayez finalement le courage de dire non et de dire bah voilà, on ne pourra pas le faire. Alors on n'est pas en train de vous dire qu'il faut ne rien faire, on est juste en train de vous dire que l'important, ça reste quand même le lien qui est créé avec votre enfant, la santé mentale de vous et de lui par rapport à cette situation qui reste quand même relativement anxiogène, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Même si dans vos familles, vous sentez que, comment dire, l'ambiance est sereine, il y a toujours des moments, les enfants ressentent quand même de l'anxiété parce que c'est une situation qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc, privilégions quand même la santé mentale, la nôtre et celle de nos enfants. Et parfois, voilà, ayez le courage ou Le discernement. le discernement de dire non et de vous dire, bon, bah, c'est pas grave, ça, je ne sais pas le faire, c'est trop compliqué pour moi, pour lui en ce moment. Ben, effectivement, on laisse de côté et on fera ou autrement, ou différemment, ou avec la maîtresse, ou un autre moment. Tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, si on peut peut-être avancer un petit peu sur les aspects pratiques, voilà, puisqu'on est arrivé vraiment avec le discernement aux tâches à réaliser.
Donc, quand l'enfant, ce qu'on appelle aspect pratique, c'est déjà quand l'enfant va se mettre en activité, donc va devoir faire une tâche donnée par la maîtresse pour répondre à cette exigence. Par exemple, je prends l'exemple de ma fille hier, elle devait réviser des leçons, donc je l'ai interpellée, hein, donc Christelle, tu l'as vu, je lui ai proposé de réviser, elle m'a répondu oui, donc je lui ai expliqué qu'avant de faire une activité, il fallait émettre le bon projet. Avant de se mettre en action, comme tu disais tout à l'heure, Christelle, il faut mettre le bon projet. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet? Par exemple, quand j'ai dit à ma fille, là, tu vas réviser telle leçon de français, tu vas relire cette leçon. Et donc, je lui ai dit, quel est son projet? Le projet, est-ce que c'est relire la leçon? Bien évidemment que non, ceci n'est pas le bon projet. Si on ne se met pas dans le bon projet, ce ne sera pas fait correctement. Le but de la relecture de cette leçon, c'est de retenir quelque chose. Alors, on ne va pas tous retenir la même chose au même moment, en totalité, voilà. Donc, ce qui nécessitera d'y revenir peut-être plus tard, après vérification de ce qui a été retenu avec l'enfant. Mais en tout cas, le projet, il faut faire le bon projet, sinon on ne mettra pas les bons moyens en action. Relire sa leçon pour réviser, ça peut suffire en fonction d'où on en est dans les apprentissages, mais parfois ça ne suffira pas, et donc ça fera que par exemple, si c'est une récitation, si je l'ai relue, je ne me suis pas mise en projet de la relire pour la réciter, eh bien je ne la retiendrai peut-être pas correctement. Donc le projet dans le cas de la relecture de leçons pour réviser, c'est retenir le vrai projet, retenir des informations. Donc je dois réviser, je relis ma leçon certes, mais mon projet, c'est de retenir des informations. Voilà. C'est le projet de sens dans lequel il faut se mettre pour ensuite déclencher les bons moyens d'y arriver. Ça peut être la relecture ou d'autres moyens. Oui, tout à fait. C'est finalement dans quelle intention je fais mon travail. Est-ce que je le fais juste pour le lire ou est-ce que je le fais pour mémoriser? Et c'est vrai que quand ceci est plus clair pour l'enfant, en fait, dans le cerveau, il y a des choses qui se passent et le cerveau, il va mettre en action certaines connexions pour que la mémorisation se mette en place. Parce qu'on ne travaille pas de la même manière quand je lis une histoire juste pour mon plaisir, pour pour me faire du bien, parce que j'ai envie de lire une histoire, ou je lis une histoire parce qu'après, je sais que je vais avoir des questions à répondre sur la compréhension. C'est pas du tout la même chose. On met pas en œuvre dans notre cerveau les mêmes circuits. Donc, il est bon de préparer son cerveau en lui disant maintenant, on peut même lui dire, hein, maintenant, cerveau, ce que tu vas faire, c'est on va retenir. Donc, on lit, on retient, on va retenir les mots-clés, et puis pour pouvoir ensuite voilà, redéfinir, enfin redire sa leçon, par exemple. Voilà, ou faire un exercice en lien avec la leçon. Et donc, on pourra évaluer ensuite ce qu'on a retenu ou pas, et on mettra ensuite d'autres moyens en place pour retenir si effectivement c'est une leçon à retenir. Voilà, tout à fait. Et le projet, c'est aussi, par exemple, lorsque votre enfant doit apprendre les tables de multiplication. Ah oui, les tables de multiplication. Pose beaucoup de problèmes à beaucoup. En fait, le projet, c'est de les apprendre pour les automatiser. Enfin, selon moi, maintenant, tu me diras, Audrey, ce que toi, tu en penses. Les automatiser pour qu'après, le cerveau ait cette facilité de donner la réponse instinctivement, rapidement, parce que ça soulage que d'être obligé être obligé de recalculer parce que ça va vite et ça permet dans notre tête de libérer de la place pour pouvoir mettre autre chose. Quand on apprend des tables de multiplication par cœur, on les met dans une autre partie de notre tête, dans la mémoire à plus long terme, et ça permet de libérer la mémoire de travail, utiliser voilà, pour admettons, quand je dois faire une division, eh bien, je dois mettre en place d'autres manières, de la planification, etc. Donc voilà, quand on veut apprendre les tables de multiplication, c'est ça, c'est se dire, ben maintenant, tout simplement, il faut que je les apprenne pour les automatiser. Et pour rien d'autre. L'objectif, c'est pas de les comprendre, c'est pas de les recalculer. Là, vraiment, l'objectif, c'est de les apprendre pour les savoir par cœur. Oui, c'est ça, parce qu'ensuite, on va bâtir d'autres apprentissages dessus, comme par exemple la multiplication, la division. Et or, quand on est en classe ou quand on est, même plus tard, hein, on fait encore des multiplications, des divisions, même si on n'est pas maîtresse. Donc, quand on est quelque part pour rendre de la monnaie ou voilà, pour vérifier sa monnaie, ce que j'expliquais encore l'autre jour à ma fille, il faut savoir diviser et multiplier assez rapidement. On ne peut pas prendre le temps de chercher, de poser son calcul, etc. Ce qu'on peut faire encore en classe, mais ça ne s'arrête pas en classe. Et donc, du coup,
quand on a automatisé effectivement les tables de multiplication, on peut bâtir de nouvelles connaissances à partir de là. Et effectivement, je prends toujours l'image de l'ordinateur, libérer de l'espace de mémoire, de travail, euh, en automatisant certaines connaissances pour pouvoir se concentrer sur d'autres à bâtir et à rajouter au-dessus, comme la technique multiplicative, de la multiplication ou de la division, etc. Et donc, plus tard, eh ben, ça nous servira à être plus rapide lorsqu'il y a, par exemple, à rendre de la monnaie ou voilà, à calculer quelque chose. Effectivement aussi. Ça, c'est des choses dont on va se servir au quotidien. Voilà. Alors, on voulait aussi parler maintenant des efforts à faire parce qu'il est vrai que ce moment va demander aux enfants et à vous aussi de vous mettre dans l'effort puisque le travail scolaire, c'est pas un travail qui est youpi tralala qu'on fait. Enfin, si, il y a certains enfants qui vont le faire avec beaucoup d'envie. Oui, Voilà. oui, il y en a. Il y en a, et d'autres qui seront moins scolaires et pour qui ça va demander un réel Ouais. effort de s'y mettre et de faire le travail. Il y Donc, en a un peu. pardon. Il y en a un peu plus peut-être. Voilà. Et du coup, cet effort qu'on va leur demander, ça va être un effort, ce qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire que c'est un effort qui ne va pas venir d'eux-mêmes. C'est pas un effort qui va être dont la récompense va être à l'intérieur d'eux. Alors, cet effort-là, s'il peut être fait quand on va avoir le plaisir du travail bien fait. Et souvent, les enfants qui sont scolaires, c'est ça, c'est qu'ils ont le plaisir du travail bien fait. Donc, ils font cet effort parce que à l'intérieur d'eux, ça leur fait du bien. Les enfants, ça déclenche une certaine fierté, oui. Ça déclenche une certaine fierté, comme tu dis, ça déclenche une certaine récompense, une récompense qu'ils s'offrent à eux-mêmes intérieurement. Voilà, on appelle parfois la dopamine, la sérotonine, etc. Donc, ça leur crée des émotions positives. Donc, tous n'en sont pas là. Et parfois, pour pouvoir donc arriver quand même au but qu'on a envie de se fixer avec eux, il est intéressant d'avoir comme levier les efforts extrinsèques, c'est-à-dire qu'ils vont devoir faire un effort pour pouvoir être récompensés, avoir une récompense immédiate à la suite de ça. Alors, la récompense, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Et c'est là où on voulait en venir, c'est que la récompense extrinsèque, ça peut être tout simplement un mot de félicitation. Ça peut être tout simplement « Oh, je suis fière de toi, on y est arrivé ensemble, on a réussi à faire ce moment, aujourd'hui, tu as été particulièrement efficace dans ton travail, je suis vraiment content de toi, je vois que tu progresses, que tu évolues, que ça se passe bien. » Ça peut être aussi appeler le compliment positif, effectivement, basé sur des faits. Voilà, basé sur des faits, sur ce qu'on voit. Je vois effectivement qu'aujourd'hui, tu y es arrivé. C'est différent de c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Ça peut être une action aussi, tout simplement. On peut faire un check, waouh, super. Et après peut-être même après chaque exercice, peut-être des fois après chaque phrase, s'il le faut, par rapport aux enfants, si on voit que pour lui c'est laborieux, un petit check. Ça peut être aussi tout simplement un câlin, un gros câlin, on est content, on se prend dans les bras, on a réussi. Et là, comme dit Audrey, il y a les hormones du plaisir qui se mettent en route. Qui se mettent en route. Voilà. Bien sûr, le câlin, c'est tout le temps, hein. Mais ça peut être aussi en plus à ce moment-là. Voilà. Et ça peut être aussi, tout simplement, on se décide avant de faire le travail, lorsqu'on aura fini le travail, qu'on s'y sera mis, on peut passer un moment agréable ensemble. On peut très bien dire à son enfant, toi, tu as fait cet effort de faire le travail que je te demande, le travail que la maîtresse nous demande. Eh bien, moi aussi, je peux après faire l'effort, peut-être, de faire une activité que j'aime pas trop d'habitude, mais là, je fais aussi l'effort de faire cette activité-là avec toi. Et pour renforcer encore et toujours le lien qu'on a avec son enfant et montrer que nous aussi, on peut faire des efforts ou tout simplement faire une activité qu'on aime faire ensemble. Lorsqu'on aura fini ce moment de dur labeur pour toi, pour moi, ou juste, voilà, je vais t'accompagner à faire cet effort-là, je vais t'aider à faire cet effort, on y va ensemble, et bien après, pour se récompenser, on va faire un moment qu'on aime bien faire. Ça peut être regarder un film tout simplement, ça peut être aller jouer dehors, ça peut être lire une histoire ensemble, ça peut être faire un jeu de société, ça peut être faire une bataille de coussins, ça peut être faire une bataille de guigui. Après, voilà, vous savez ce que vos enfants aiment. Soyons créatifs. Voilà, ce que vous aimez faire aussi. Et allons-y. Et ceci, ça se précise avant. Hein. On dit avant, écoute, voilà, quand on a fini ça, on va se faire un bon moment ensemble.
Voilà, oui, effectivement, le contrat se définit avant pour motiver un petit peu aussi l'enfant. Donc, on aura ce point d'appui en motivation. Voilà. Alors, je voulais aussi ajouter quelque chose euh, en ce qui concerne cette partie aspect pratique. Attirer votre attention sur quelque chose d'essentiel quand on va se mettre à accompagner les enfants, à travailler avec eux, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Donc faites appel à votre bon sens et surtout basez-vous sur votre instinct de parent. J'insiste, c'est vraiment très très important. Quand on est parent, on ressent instinctivement des choses envers ses enfants, si c'est le bon moment pour faire ça, si c'est pas le bon moment, ce dont il a plus envie ou moins envie. Donc connectez-vous à cet instinct de parent. euh, Généralement, il est correct, il est juste, tout simplement. L'instinct de parent est très, très important. Christelle, tu peux me dire effectivement ce que toi tu en penses? Oui, 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 que finalement, on a au fond de nous beaucoup de choses qui nous permettent d'agir de manière juste avec notre enfant. Et j'allais dire, tout est au fond de nous. Après, il faut faire le travail aussi de, de sentir ce qui est juste et ce qui est bon. Et aussi de ne pas non plus, comment dire, laisser tout tomber. Parce qu'il est important aussi d'apprendre à nos enfants le goût de l'effort. On ne peut pas non plus toujours, parce que voilà, le travail scolaire, ça reste un travail, comme on l'a dit, qui n'est pas toujours agréable pour tout le monde. Et qu'à un moment donné, il y a un effort à faire. Et que cet effort, il faut le mettre en pratique. Parce que dans la vie de tous les jours, effectivement, on fait aussi, nous parents, des efforts. On n'a pas toujours envie de faire le ménage, on n'a pas toujours envie voilà, de cuisiner. Pourtant, on le fait parce qu'on fait, on se l'impose finalement parce qu'on tient à le faire. Et ça, c'est important aussi, voilà, de dire. Je trouve que c'est une phrase qui me plaît beaucoup, de dire je ne me sens pas obligée, mais je tiens à le faire. Je tiens à le faire parce que j'ai envie que ma maison soit propre. Je tiens à faire à manger parce que j'ai envie que ma famille soit bien nourrie. Et là, pareil, je tiens à faire l'effort parce que j'ai envie d'être fière de moi et de rendre un travail qui me ressemble. Parce que c'est ça aussi, c'est si je rends un travail cochonné, je donne une image de moi cochonnée. Si je rends un travail à moitié fait, ben, je donne une image de moi qui est peut-être quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Voilà. Mais, Tout à fait. effectivement, Et après, effectivement, ça peut avoir des incidences un peu moins sympathiques sur l'estime et la confiance. Voilà. Donc, le goût de l'effort, oui, effectivement, j'insiste également, ça s'apprend très très tôt, en commençant par des petites choses simples, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Par exemple, on peut utiliser le sport, tout simplement. Là, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre le goût de l'effort. Et ne serait-ce que déjà, quand on s'est engagé dans un sport sur une saison, sur une année, eh bien, peut-être qu'avant la fin de l'année, on n'a plus très envie, mais on va faire l'effort, on pense que ça ne nous plaît pas forcément, mais on va faire l'effort d'aller jusqu'au bout de l'année parce qu'on s'est engagé. Voilà, tout simplement. Puis ensuite, il y a l'effort qu'on va demander effectivement dans ce sport qu'on a choisi. Donc ça peut être un très bon vecteur au départ d'effort, le sport. voilà. Puis on voulait terminer sur une chose aussi qui nous paraissait importante dans ce moment de confinement, c'est faire vraiment attention à notre santé donc physique, mais aussi notre santé mentale. Mhm. Donc la santé mentale de vous, parents, et de vos enfants. Et pour cela, on avait des petites astuces toutes simples à mettre en place pour qu'on puisse se sentir apaisé, détendu. Donc, ce serait par exemple, dans un premier temps, de s'accorder des moments seuls. Parce que c'est vrai que dans le confinement, on se retrouve, c'est une situation qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de se retrouver avec les membres de notre famille tout le temps, 24 heures sur 24. Ça peut créer des tensions au sein du couple parental, ça peut créer des tensions au sein de la fratrie, ça peut créer des tensions enfant-parent. Et c'est important de pouvoir avoir un moment à soi, seul pour soi, dans lequel on puisse se ressourcer. On n'est pas obligé de faire quelque chose, on peut juste être là, regarder dehors, contempler, être là seul pour soi ou faire une activité qu'on a envie de faire, lire, se détendre et essayer de se libérer la tête, de se libérer de toutes nos préoccupations, de toutes les choses qui nous remplissent le cerveau et qui nous remplissent finalement et qui nourrissent nos peurs. Donc se donner un rendez-vous avec soi-même et à ce moment-là, vraiment être ferme avec les autres, dire c'est mon moment.
Alors, il n'est pas obligé de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, mais dire maintenant, là, c'est mon moment, merci de ne pas me déranger, j'ai besoin de ça pour me ressourcer, soit en tant que parent. Et on peut aussi voilà, le proposer à ses enfants, dire écoute, maintenant, on éteint tout, on éteint la télé, on éteint les écrans, on éteint les devoirs, et c'est un moment de calme que je vous impose, donc peut-être chacun dans un espace privilégié pour lui. Chacun, peut-être si chacun peut avoir sa chambre, chacun dans sa chambre. Si les enfants ne peuvent peut-être pas avoir leur chambre, mais alors à ce moment-là, peut-être chacun dans son lit. Pourquoi pas construire une petite cabane comme une bulle pour pouvoir se reconnecter à soi et pour pouvoir un petit peu faire des choses seul sans être dans la bulle de l'autre, pour pouvoir être dans sa propre bulle. Donc, avoir des temps de pause, de vrais temps de pause. Absolument. Le cerveau a beaucoup de préoccupations en ce moment, donc se remplit, se remplit, se remplit. Mais au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Donc il faut lui permettre de s'évader, de se vider, hein, de se recréer. Alors comme tu dis, ça peut être soit en ne faisant rien, ça peut être soit en étant créatif, en tout cas de faire le vide à un moment. Et c'est ce qu'on préconise également pour les enfants. Et c'est bien pour ça que quand on est en classe, on a ce qu'on appelle une récréation. Parce que dans récréation, on peut aussi entendre recréation. Et bien là, c'est pareil. Il faut, pendant ces moments où on est tous ensemble, H24, confinés au même endroit, qu'on puisse se recréer un moment calmement, positivement, pour finir apaisé. Donc, en fait, pour conclure avec Audrey, ce qu'on voulait vous dire, c'est que dans ce moment de confinement qui est inédit, quelque chose qu'on n'a jamais connu depuis que nous sommes nés, cette privation de certaines de nos libertés, eh bien, ce qui est important voilà, dans ce moment-là, c'est de garder le lien avec votre enfant, de garder ce lien de confiance que vous avez créé avec lui et de garder aussi votre discernement par rapport à ce qu'on vous demande de faire, de ne pas succomber à la pression que vous pouvez peut-être ressentir face parfois à ce qu'on vous demande, à ce qu'on vous impose dans les devoirs, puisque finalement, c'est vous qui êtes obligé de mettre en pratique des choses qu'on vous donne d'au-dessus et d'avoir un certain discernement par rapport à ça, de savoir dire non parfois, euh, tout en quand même faisant un petit peu un minimum d'activité avec vos enfants et de garder ce lien de confiance et de garder ce lien que vous avez avec votre enfant en... Ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. En le privilégiant, hein, je pense qu'on va terminer là-dessus. Euh, le savoir, on peut y avoir accès tout le temps. On pourra remettre en route des choses en septembre dans les classes, ce n'est pas un problème. Par contre, le lien avec votre enfant, c'est quelque chose de précieux qu'il ne faut pas rompre et qu'il faut absolument du coup préserver et privilégier. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir donc écoutés jusqu'à la fin. Si vous souhaitez donc laisser des commentaires, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, posez vos questions sous la vidéo. Avec Audrey, on se fera un plaisir de vous y répondre, soit par écrit. Et s'il y en a beaucoup, pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Voilà, nous vous remercions beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous. Prenez soin de vous pendant les semaines qui vont arriver. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Christelle. Au revoir, Audrey.